Il y a, dans chaque maison, un objet discret qui ne dit rien, mais qui regarde. Une vieille cuillère, un carnet oublié, une bougie déjà consumée à moitié. On les effleure, on les prend, on les repose, on les oublie, et pourtant, ils restent là, silencieux. Ces objets du quotidien, ces choses banales qu'on utilise sans penser. Ils sont, en quelque sorte, le mobilier de nos vies. Souvent, on les perçoit comme inertes, sans vie, simplement comme des outils ou des décorations. Et si l'univers matériel qui nous entoure était en fait un grand réservoir de mémoire? Et si notre contact, notre énergie, notre histoire s'incrustaient dans les choses, comme une mélodie qui résonne bien après le dernier accord? Toutes des choses qui nous entourent, pourraient-elles garder quelque chose de nous? Une empreinte, une trace, un écho de notre passage? Mais s'ils étaient plus que ça? Et si ces objets du quotidien étaient que des observateurs silencieux? S'ils portaient en eux des traces de notre présence, des traces des événements dont ils ont été témoins? C'est là la question intrigante. Les objets ont-ils une mémoire? Peuvent-ils retenir quelque chose des gens qui les ont utilisés? Quelque chose des émotions qui ont imprégné les pièces où ils se trouvaient? La vidéo d'aujourd'hui n'est pas une simple exploration sur les objets. C'est une quête, une tentative de comprendre pourquoi certaines choses nous bouleversent, pourquoi nous gardons un collier cassé, un vieux carnet aux pages tremblantes, un vêtement trop usé pour être porté. Pourquoi ces choses-là deviennent presque vivantes? Bienvenue dans un monde où la matière a une mémoire, où chaque chose raconte une histoire, parfois plus fidèle que la nôtre. C'est une pensée qui résonne avec des intuitions anciennes, et avec certains courants de la recherche moderne. Let's get started. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Pensez à une vieille maison, ses murs, ses planchers, son atmosphère même. On dit souvent qu'elle a du caractère, ou qu'on y ressent quelque chose de particulier. Est-ce simplement notre imagination? Ou est-ce qu'on perçoit autre chose? Quelque chose d'accumulé, un résidu de vie passée, des rires, des larmes, des disputes, des célébrations. Ces expériences se déroulent en présence d'objets matériels. La poutre en bois au-dessus, le foyer en pierre, la vitre qui a vu passer des générations. Ces matériaux pourraient-ils absorber ces énergies, ces histoires? C'est peut-être s'éloigner de la physique conventionnelle. Pourtant, ce sentiment persiste chez plusieurs, l'impression que les objets ne sont pas entièrement passifs. Nous avons tous certains objets. Des objets qui ont une signification particulière. Un vieil ourson en peluche de notre enfance. L'alliance de notre grand-mère. La vieille montre de notre père, dont le tic-tac est comme un faible battement de cœur venu du passé. Ce ne sont pas que de simples choses, ce sont des ancres émotionnelles. Ils nous relient à des personnes, à des lieux, à des moments précis de nos vies. Ils semblent porter une charge, une essence de ceux auxquels ils étaient associés. Quand on touche un tel objet, on ressent souvent une vague d'émotions. Une vague de souvenirs. C'est comme si l'objet lui-même était un conduit. Une ligne directe vers notre histoire personnelle. Ce phénomène est profondément humain. Il transcende les cultures et le temps. Le foulard précieux, qui garde encore le léger parfum d'un être cher. Le livre écorné, lu et relu. Ces pages adoucies par d'innombrables contacts. Ces objets deviennent des extensions de nous-mêmes. Ou des extensions de ceux que nous avons aimés et peut-être perdus. Ils apportent du réconfort. Un sentiment de continuité. Dans un monde en constante évolution, ils offrent un point de stabilité, une part tangible de notre identité. Le lien est souvent viscéral. Il contourne la pensée purement rationnelle. Il parle directement au cœur, au siège de nos sentiments les plus profonds. Dans de nombreuses cultures, les objets ne sont pas vus comme de simples matières inertes. Ils sont considérés comme sacrés, comme vivants, comme possédant un pouvoir ou un esprit inhérent. Pensez aux traditions autochtones, une pierre particulière, un masque sculpté, un tambour cérémoniel. Ce ne sont pas que des symboles,
Ils sont souvent considérés comme des entités vivantes, ou comme des réceptacles d'énergie spirituelle. On les traite avec révérence, avec respect, parfois avec crainte. Cette croyance façonne profondément la relation entre les gens et leur monde matériel. Elle suggère une vision du monde où le spirituel n'est pas séparé du physique, mais intimement entrelacé avec lui. Ces objets sacrés jouent souvent un rôle central dans les rituels. Dans les cérémonies, ils peuvent être utilisés pour la guérison, pour la divination, pour se connecter avec les ancêtres ou les divinités. La croyance est que l'objet lui-même a une agentivité, ou qu'il peut canaliser une agentivité. Le savoir-faire minutieux investi dans la création d'un tel objet. Les matériaux spécifiques choisis. Les rituels accomplis durant sa création. Tout cela est censé imprégner l'objet de son pouvoir spécial, de sa mémoire unique. Il devient un point focal pour la croyance collective. Une manifestation tangible du sacré. Un gardien de l'identité culturelle. La résonance morphique, les chants de Sheldrake et l'empreinte de l'expérience. L'idée que les objets pourraient conserver une forme de mémoire trouve un écho intrigant, bien que controversé, dans certaines théories scientifiques. L'hypothèse de la résonance morphique de Rupert Sheldrake en est un exemple. Sheldrake propose que les systèmes naturels, des cristaux aux organismes jusqu'aux sociétés, sont façonnés par des champs morphiques. Ces champs, suggère-t-il, contiendraient une sorte de mémoire cumulative. Ils se construisent par la répétition de formes et de schémas d'activité. Ainsi, une fois qu'une structure cristalline particulière se forme, il devient plus facile pour des cristaux similaires de se former ailleurs, car le champ morphique de cette structure a été établi. Ce concept peut être étendu de manière spéculative aux objets et à leur interaction avec l'expérience humaine. Si les schémas d'activité créent et renforcent les champs morphiques, l'utilisation répétée d'un objet ou sa présence lors d'événements émotionnels significatifs pourrait-elle créer une sorte de champ local autour de lui? Ce champ pourrait-il conserver une mémoire de ces événements ou des pensées et émotions des personnes qui ont interagi avec lui? Cela ne veut pas dire que l'objet lui-même pense ou ressent au sens humain. Plutôt, il pourrait devenir un résonateur, porteur d'un schéma informationnel. Un schéma que d'autres, peut-être des individus sensibles, pourraient percevoir. La mémoire de l'eau, les cristaux d'Emoto et la sensibilité matérielle. Une autre piste de recherche non conventionnelle qui touche à la mémoire matérielle est le travail de Masaru Emoto. Ses expériences avec les cristaux d'eau ont suscité beaucoup d'attention populaire. Emoto affirmait que l'eau exposée à différents mots, émotions, musique ou même à des intentions écrites formait des cristaux de glace structurés différemment. L'eau exposée à des mots positifs comme amour ou merci aurait formé de beaux cristaux harmonieux. L'eau exposée à des mots négatifs ou à une musique chaotique aurait formé des cristaux difformes et d'apparence désagréable. Cela suggérait que l'eau elle-même pourrait être sensible à la conscience humaine et s'en souvenir. Le travail d'Emoto, tout comme celui de Sheldrake, a fait l'objet de critiques importantes de la part de la communauté scientifique. Concernant la méthodologie, concernant la reproductibilité. Pourtant, son attrait est indéniable. Il puise dans une intuition profonde, que la matière pourrait ne pas être entièrement passive, qu'elle pourrait réagir à des influences subtiles. Si l'eau, la substance la plus fondamentale pour la vie, pouvait retenir de telles empreintes, qu'en est-il des autres matériaux? Les objets qui nous entourent, composés de diverses substances, pourraient-ils aussi posséder une sensibilité similaire? Pourraient-ils enregistrer les énergies émotionnelles ou intentionnelles de leur environnement? C'est là l'implication provocatrice. Encre et essence, journaux intimes et lettres comme portail vers nos mois passés. Il y a des objets qui conservent la mémoire d'une manière plus directe, indéniable. Les journaux intimes, les carnets personnels, les lettres. Ceux-ci sont explicitement créés pour consigner pensées, sentiments et expériences. Ce sont des archives tangibles de l'histoire personnelle. Quand on tient une vieille lettre d'un être cher, on tient plus que du papier et de l'encre. On tient une parcelle de son esprit, un moment de son existence. L'écriture elle-même est une trace personnelle, unique comme une empreinte digitale.
Les mots transmettent des émotions, des idées, des nouvelles d'un moment précis dans le temps. Les lire peut nous transporter, comme si on ouvrait un portail vers le passé. Un journal intime est peut-être la forme la plus intime de mémoire d'objet. Entre ces pages, un individu confie ses secrets les plus profonds, ses espoirs, ses craintes, ses observations quotidiennes. C'est une conversation avec soi-même, préservée au fil du temps. Quand quelqu'un relit ses propres vieux journaux, ça peut être une expérience profonde, une re-rencontre avec un soi plus jeune, souvent un soi qui semble presque être une autre personne, pourtant relié par le fil continu de la mémoire, et par l'objet physique du journal lui-même, la sensation du papier, l'écriture familière. Ces détails sensoriels rehaussent l'expérience du souvenir. Imprégné d'intention. Peut-on consciemment charger des objets de mémoire? Si les objets peuvent absorber passivement les traces de leur environnement ou de leurs utilisateurs, la question se pose. Peut-on les charger intentionnellement? Peut-on consciemment imprégner un objet d'une mémoire, d'une émotion ou d'une énergie spécifique? Cette idée est centrale dans de nombreuses traditions magiques et spirituelles. Les amulettes et les talismans en sont des exemples parfaits. Ce sont des objets spécifiquement créés ou choisis, puis consacrés, chargés d'un but particulier, protéger, guérir, porter chance. Les rituels impliqués comprennent souvent une intention focalisée, la visualisation, des incantations. La croyance est que ces actions infusent l'objet de pouvoir. Cette pratique ne se limite pas aux traditions anciennes ou ésotériques. Beaucoup de gens, peut-être sans appeler ça de la magie, adoptent des comportements similaires. Offrir un bijou porte-bonheur à un être cher avant un événement important. Garder un porte-bonheur dans sa poche. Placer la photo d'un maître spirituel sur un autel pour créer un espace sacré. Ces actions consistent à investir un objet de sens, d'espoir, d'énergie émotionnelle concentrée. L'objet devient un point focal pour cette intention, un rappel, une source de force psychologique. Que cela charge l'objet d'une manière objective et mesurable est discutable. Mais son effet sur l'état d'esprit de l'individu peut être très réel. Le monde qui parle. Réévaluer notre relation aux choses. Alors, les objets ont-ils une mémoire? La question demeure. Peut-être que la réponse n'est pas un simple oui ou non. Peut-être que cela dépend de la façon dont nous définissons la mémoire, et de la façon dont nous définissons un objet. Si la mémoire exige un cerveau, un système nerveux, alors clairement, une pierre ou une chaise ne se souvient pas comme un humain. Mais si la mémoire peut signifier une influence conservée, une trace énergétique, une capacité à évoquer une réponse, alors le cas devient plus nuancé, plus intrigant. Le monde qui nous entoure n'est peut-être pas aussi silencieux, aussi inerte qu'il le paraît souvent. Les expériences de tant de gens, à travers les cultures et les âges, suggèrent un lien profond avec les choses matérielles. Le réconfort d'un jouet d'enfance, la vénération pour une relique sacrée, le pouvoir évocateur d'une vieille lettre. Ce ne sont pas des phénomènes anodins. Ils témoignent d'une riche interaction entre notre conscience et l'environnement physique. Nos émotions, nos pensées, notre présence même semblent laisser une empreinte. Et les objets, à leur tour, semblent capables de nous renvoyer cette empreinte, ou de conserver les traces de vie vécues il y a longtemps. Ils agissent comme des ancres, comme des déclencheurs, comme des compagnons de route. Peut-être devons-nous cultiver une plus grande sensibilité, une volonté d'écouter les murmures subtils du monde matériel. Aborder nos biens non pas seulement comme des marchandises, mais comme des partenaires potentiels dans nos vies. Des choses qui partagent notre espace, qui sont témoins de nos expériences, et qui portent des fragments de notre histoire. Cela ne nous oblige pas à croire à l'animisme au sens littéral, mais cela invite à un respect plus profond, à une interaction plus consciente. Considérer l'histoire contenue dans une table antique, ou l'amour incarné dans un cadeau fait main. Une telle approche peut enrichir nos vies. Elle peut favoriser un plus grand sentiment de connexion. En fin de compte, la question de la mémoire des objets relève peut-être moins de la preuve scientifique que de l'expérience humaine, de la façon dont nous créons du sens, dont nous nous lions à notre passé, et au monde qui nous entoure. En considérant que les objets pourraient détenir quelque chose de nous, quelque chose des autres, nous nous ouvrons à un monde plus enchanté, un monde où même les choses les plus ordinaires peuvent avoir une histoire à raconter.
Si seulement nous apprenons à l'apercevoir. Les objets sont là. Peut-être parlent-ils vraiment. À leur manière discrète, matérielle, attendant que nous reconnaissions leur présence. Et leur chronique silencieuse et durable. Et si les objets n'étaient pas silencieux? Et s'ils murmuraient notre histoire, mieux que nos mots, plus fidèlement que notre mémoire? Dans chaque cuillère, chaque bijou, chaque carnet, il y a peut-être un peu de notre âme. Non pas au sens religieux, mais au sens de ce qui nous dépasse, de ce qui nous relie à plus grand que nous. Alors la prochaine fois que tu tiens un objet dans ta main, arrête-toi un instant, écoute-le, ressens-le. Demande-lui ce qu'il garde de toi. Il se pourrait bien qu'il te réponde. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des objets qui t'entourent. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.